bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre nombreux ce matin et très heureux d'introduire ce webinaire sur le thème de la médiation. Je vais très vite passer la parole à Claude Évin et Éric Bassot. Je voudrais souligner l'importance de ce sujet à notre sens, mais je crois pour beaucoup d'acteurs, à la fois dans la perspective d'améliorer la relation entre les usagers et les établissements, qu'il s'agisse des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux, mais aussi, je crois qu'on en parlera, entre les professionnels. En effet, j'ai la conviction que dans bien des cas, on peut éviter la solution du recours à la justice, toujours lente et souvent traumatisante, pour privilégier une approche plus partenariale et plus participative. Je suis également convaincu qu'à côté des outils existants de promotion de la qualité et d'expression des usagers qui ont le mérite d'exister, mais qui parfois paraissent trop formels, la médiation peut être un outil souple et peu coûteux pour faire progresser la qualité des soins et l'accompagnement. Évidemment, ça pose peut-être aussi la question de la généralisation de cette démarche. Voilà. Donc, vous avez évidemment la possibilité dans le chat de poser les questions. Évidemment, on souhaite même que vous le fassiez, puisque ça animera le débat avec nos intervenants. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Claude Évin et Éric Bassot. Merci beaucoup. Bon, bonjour, donc moi, vous me connaissez pour un certain nombre d'entre vous un petit peu, compte tenu de mes diverses responsabilités publiques, y compris d'ailleurs au sein de la Fédération hospitalière, même si ça fait un petit moment maintenant. Donc moi, j'ai aujourd'hui une activité d'avocat auprès d'établissements et de professionnels de santé et du médico-social. Et puis, j'ai une activité de médiation dans le secteur de la santé, mais pas uniquement dans le secteur de la santé. On y reviendra d'ailleurs, parce que la médiation se développe beaucoup dans plusieurs types de situations, dans plusieurs types d'activités, aussi bien la médiation conventionnelle que la médiation dans le cadre des procédures contentieuses, aussi bien judiciaires, administratives. On va y revenir avec Éric, à qui je passe la parole. Merci Claude. Bonjour à tous. Alors, rapide présentation me concernant. Donc, Éric Bassot, pour l'anecdote, je suis un ancien soignant, mais dans une de mes premières vies professionnelles. Et aujourd'hui, je suis médiateur professionnel. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis médiateur près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de médiation judiciaire. Donc, Claude Évin refera le détail tout à l'heure. Je suis aussi vice-président de la Fédération des centres de médiation, puisque c'est une activité qui se structure de plus en plus. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Le fondateur d'un réseau de médiateurs spécialistes de la santé qui s'appelle le réseau De Concert. Et puis pour finir, je suis membre de l'instance nationale de médiation en établissement de santé, qui est un dispositif qui concerne exclusivement les établissements de santé publics et dont on aura l'occasion aussi de dire quelques mots dans le déroulement de cette présentation que je vais démarrer tout de suite. Je ne suis pas sûr que le message ait été entendu tout à l'heure, mais tout est enregistré et vous recevrez la présentation que nous ferons avec Claude Évin ainsi que le webinaire à l'issue de cette matinée. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour d'abord dire ce que la médiation et ce qu'elle n'est pas, parce que parfois il y a des petits malentendus sur la terminologie. Donc rapidement, la médiation, ce n'est pas une négociation, on ne va pas rentrer dans le détail des sujets, mais ce n'est pas un endroit où on vient négocier éventuellement un dédommagement financier, une augmentation de salaire, que sais-je. Il peut y avoir une négociation sur certains sujets, mais ce n'est pas le cœur de la médiation et je vais y revenir tout de suite après. Ce n'est pas non plus une conciliation, alors j'insiste là-dessus parce que c'est un terme qui est assez courant dans le secteur de la santé, notamment dans l'ordre des médecins, il y a pas mal de conciliation. On verra aussi que le terme a été réintroduit dans le dispositif dont on va parler de médiation dans les conflits qui concernent les professionnels de santé du secteur public entre eux. Donc voilà, il faut bien faire la distinction. La conciliation, sa spécificité par rapport à la médiation notamment, c'est que le tiers qui est là pour aider les parties à trouver une solution peut proposer des solutions et envisage des solutions avec les parties qu'il leur soumet, qu'elles acceptent ou qu'elles refusent. Mais en tout cas, il y a une participation beaucoup plus active du tiers extérieur
dans cette façon d'aborder les difficultés ou le conflit. Et puis, ce n'est pas non plus un arbitrage. Parfois, c'est Claude Évin peut-être complétera ça aussi. On reçoit le médiateur en pensant qu'il va arbitrer le conflit, qu'il va écouter les parties et qu'il va donner son avis et qui va donner raison à l'un ou à l'autre. Et en général, chacune des parties a le sentiment que c'est elle qui a raison et que donc c'est elle qui va avoir l'assentiment du médiateur. Ce n'est pas du tout notre fonction non plus. Donc, on n'est pas dans de l'arbitrage, on n'est pas là pour trancher le conflit entre deux personnes et de dire à ce moment-là qui a tort ou qui a raison. Voilà pour rapidement ce que ce n'est pas. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la médiation finalement? Alors je vous en donne une définition, il y en a plusieurs, mais ce qu'il faut en retenir de mon point de vue, c'est que d'abord c'est un mode amiable. Alors ça n'empêche pas que dans certaines situations, il y ait un début de judiciarisation. Claude Évin en reparlera après dans les différents modes de médiation, qu'elles soient conventionnelles, judiciaires, etc. Mais il y a toujours cette notion d'amiable, c'est-à-dire de recherche de solutions dans un contexte qui n'est pas sous-tendu par une action judiciaire, même si par ailleurs, on peut être, j'allais dire, parallèlement engagé. Et il nous arrive, et Claude Évin en parlera beaucoup mieux que moi, de faire des médiations dans lesquelles sont présents les avocats. Mais même la présence des avocats ne lève pas le caractère amiable à la médiation. Elle a une autre spécificité qui est fondamentale, la médiation, c'est qu'elle est confidentielle, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est un élément très très important de la médiation et c'est parfois les difficultés d'ailleurs qu'on rencontre dans les médiations qu'on fait dans le secteur de la santé. Cette notion de confidentialité, elle peut être dans certains dispositifs un peu mise à mal. Je fais une petite digression parce que je viens de parler de médiation en établissement de santé et le titre de la présentation peut d'ailleurs prêter un peu à confusion. Il faut le distinguer de la médiation en santé dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui n'a rien à voir avec ce dont on parle ce matin, qui est vraiment un dispositif très spécifique avec ses règles et son cadre, qui consiste, pour le dire très vite, à ramener les gens qui sont sortis du système de soins dans le système de soins, et ce n'est pas du tout notre propos aujourd'hui. Donc, je parlerai bien, et nous parlerons bien de médiation dans le secteur de la santé, qui est menée par un tiers qui doit être formé. Et ça, je crois qu'avec Claude Évin, et pour la petite anecdote, Claude Évin m'a demandé de bien le repréciser à juste titre, parce que là aussi, on peut entendre des choses selon lesquelles la médiation, c'est inné, certains sont plus à même que d'autres de le faire. Voilà. Nous, on affirme haut et fort que le médiateur est un tiers formé. Voilà, et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le référentiel communément admis en médiation, c'est 200 heures de formation. Voilà. Donc, on peut pas, de notre point de vue en tout cas, prétendre à faire de la médiation de façon spontanée, j'allais dire presque magique. Et puis, on doit avoir 3 autres qualités, si je peux le dire comme ça. La première, c'est que le médiateur, en tant que tiers plutôt extérieur, doit être indépendant, c'est-à-dire ne pas être soumis à des pressions, mais je vais y revenir, doit être impartial, je vais y revenir aussi, et doit être également neutre dans les prises de décision qui peuvent être choisies par les parties. Alors, si je le détaille un tout petit peu, l'indépendance, ça veut dire que le médiateur ne doit pas être soumis à une quelconque autorité ou influencé ou soumis à des pressions. Des pressions en 2 mots, on est bien d'accord. Ça veut dire aussi que Claude Évin va reparler du dispositif du médiateur médical et non médical en établissement de santé, où l'indépendance peut être interrogée à partir du moment où c'est des gens qui sont nommés par la direction de l'établissement. Et ça, c'est un élément quand même important pour nous, c'est-à-dire de pouvoir agir sans avoir l'inquiétude qui peut être partagée par les médias d'ailleurs, de est-ce que ce qui est en train de passer ne va pas être passé dans une moulinette de notre hiérarchie qui pourrait finalement créer plus de difficultés qu'autre chose. La deuxième qualité du médiateur, c'est aussi, je vous le disais, son impartialité. Moi, j'ai plaisir à parler de pluripartialité aussi, c'est-à-dire l'idée de le médiateur n'est pas là pour, c'est ce que je disais précédemment, ce n'est pas un arbitre, il n'est pas là pour prendre parti et dire qui a raison. Par contre, notre travail est d'être disponible pour les 2 parties, j'allais dire de façon la plus équilibrée possible, pour que chacun puisse se sentir
écoutés, entendus, accompagnés, et que là non plus, il n'y ait pas un sentiment de déséquilibre dans la relation. Et donc ça, c'est un vrai travail qui s'apprend pour que le médiateur reste sur cette ligne de crête qui fasse que les parties ne se sentent pas en difficulté par rapport à la position éventuelle du médiateur. La troisième qualité qu'on attend chez le médiateur, c'est la neutralité, c'est-à-dire le fait que vraiment, il y a cette idée de remettre dans les mains des parties la décision de trouver, ou pas d'ailleurs, une solution, hein, puisque c'est ce qu'on dit en général en présentation de la médiation. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à un accord, hein. Bien sûr, on le souhaite tous, mais il faut que chacun garde la possibilité de se dire ben non, là j'ai compris, j'ai entendu, mais je ne suis pas en situation de trouver une solution en l'état. Donc voilà, hein, c'est une possibilité qui est fondamentale et que les gens doivent garder, de se dire bien, je vais échanger, mais peut-être que l'issue ne sera pas celle d'un accord. Et ça fait partie des choses qui arrivent, on y reviendra. Et puis un élément très important qui est la confidentialité absolue des échanges. C'est aussi ce qui fait, alors certains disent oui mais enfin s'il y a des informations qui sont communiquées pendant la médiation, ça veut dire qu'éventuellement on ne pourra rien en faire à l'extérieur. C'est vrai dans une certaine mesure, mais Claude, je vois que tu confirmes mon propos, donc tu compléteras sûrement. En même temps, dans notre expérience, je pense qu'on peut dire que ce qui fait que les gens, à un moment, acceptent de parler, parce que c'est ça qu'on cherche en médiation, hein, c'est rétablir ou améliorer ou restaurer une communication. Et on pense que ce qui fait que les gens peuvent être plus spontanés et plus vrais dans leur communication, c'est quand ils ont la garantie que ce qu'ils vont dire ne va pas être réutilisé dans un autre contexte. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental en médiation. Et on verra probablement tout à l'heure que c'est une des difficultés qu'on a dans les dispositifs actuels où la confidentialité des échanges est régulièrement interrogée, pour ne pas dire mise à mal. Donc voilà en quelques mots les 4 piliers de la médiation et du médiateur sur lesquels notre activité s'appuie. Alors, quelle est la valeur ou les valeurs ajoutées de la médiation? Il y en a plusieurs, enfin en tout cas, de notre point de vue en tout cas. La première, c'est qu'il y a une maîtrise du différent par les parties. L'idée de la médiation, c'est que ce sont les parties qui sont là, qui maîtrisent tout ce qui va se dire, tout ce qui va se passer et éventuellement toutes les idées pour sortir de la situation conflictuelle sans être sous la pression des collègues, de la hiérarchie, de la direction. Voilà, il y a vraiment l'idée de dire aux gens cet espace vous est dédié pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Donc, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on se rend compte, par exemple, dans le cadre des décisions judiciaires, que souvent, la mise en œuvre ou l'application est plus compliquée parce que les gens se sont soumis à la décision d'un juge, par exemple. Là, les gens ont la maîtrise de ce qui va se passer. C'est rapide. Alors, ce sont des moyennes, mais notre expérience aussi nous montre qu'une médiation, c'est entre 6 et 10 heures. Hein, voilà, alors parfois moins, parfois plus, ça reste une moyenne. Ça peut paraître parfois un peu dit comme ça, 10 heures, ça peut paraître beaucoup. Quand les gens qui ont vécu un conflit, si vous y repensez, vous savez que le temps qu'on y consacre est souvent beaucoup plus important que celui-là. Donc c'est en ça qu'on considère que c'est rapide. Il y a aussi cette idée que j'évoquais juste avant de travailler sur la relation, que les gens puissent dire ce qui est important pour eux, avec cette idée il y a 3 façons de sortir d'un conflit. Hein. Soit on retrouve la relation antérieure au conflit, soit on l'améliore, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est expliqué, qu'on s'est compris, qu'on a levé les malentendus, on arrive à repartir sur de meilleures bases que celles qui étaient précédemment les nôtres. Et puis parfois, le constat, et puis on essaiera de vous donner 1 ou 2 exemples après, c'est que finalement, on ne pourra plus travailler ensemble, par exemple. Mais l'idée, c'est d'arriver à faire ça dans un climat qui est apaisé, hein, et de ne pas le faire sous un format dégradé dont personne ne sort vraiment gagnant et grandi en général. C'est aussi la médiation, et c'est une de ses forces de mon point de vue, un endroit qui est adapté à une situation émotionnelle, parce que souvent le conflit,
alimente la colère, la tristesse, enfin un tas de ressentis qui pourront être exprimés dans ce cadre-là. Donc ça, c'est souvent ce qui vient, qui surgit de la médiation. Et puis, dernière valeur ajoutée qu'on peut y trouver, c'est qu'il y a cette idée de processus gagnant-gagnant, alors pas au sens business du terme, comme parfois on le galvaude un peu, mais au sens de celui qui a parlé de ça, qui était un psychologue anglais du 19e siècle, qui parlait de comment chacun dans la relation y trouve son compte. Et comment, si je prends une décision, elle me satisfait à moi, mais elle n'implique pas que l'autre va devoir céder sur quelque chose. Et c'est ça qui la différencie, pour moi, de la négociation, où on est souvent sur des positions de je lâche si tu lâches, quoi. Voilà. Ça, ce sont pour les parties. Et puis, il y a des intérêts aussi pour les établissements. Il y a aussi cette notion de confidentialité qui est importante, avec cette idée que le conflit va être circonscrit aux personnes concernées. La rapidité, j'y reviens pas. Il y a des enquêtes qui ont montré qu'un conflit entre deux personnes dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ça embolise, pour utiliser un terme qui nous est familier, à peu près 2 heures par personne et par mois. Donc, ça veut dire qu'un conflit qui n'est pas géré ou qui est simplement géré, pour le coup, il a tendance à s'éterniser et il va prendre 2 heures par mois du temps de travail de chacune des personnes concernées, plus les conséquences que vous imaginez. C'est aussi, parce qu'il faut le dire comme ça, je pense que c'est aussi une démarche qui est opposable, c'est-à-dire montrer que chacun a aussi tenté d'aller au maximum de la résolution amiable du conflit dans l'éventualité où les choses se compliqueraient par la suite. Voilà. Il y a aussi cette idée que par la confidentialité notamment, le message va être maîtrisé. Enfin, en tout cas, ça peut être un des objectifs. Je pense à des situations, par exemple, où des patients ou des résidents ou des familles mettent en avant le fait qu'ils vont saisir la presse, communiquer dans les journaux, etc., etc. Cette notion de confidentialité et de message maîtrisé, il prend toute sa dimension ici. Et puis, il y a cette idée, encore une fois, que si des solutions sont trouvées, elles seront trouvées par les parties. Et l'expérience montre que dans ce cas-là, elles sont beaucoup mieux appliquées que quand les gens se voient imposer des décisions qui sont extérieures, parce que forcément, ça va entraîner des résistances de ce côté-là. Alors, si je prends quelques statistiques, et encore une fois, il ne faut pas leur donner plus de valeur que ça, mais quand même, c'est rapide, je vous disais 6, 8, 10 heures, donc c'est quand même assez rapide à mettre en place. Aujourd'hui, on voit qu'à peu près 80% des médiations aboutissent à un accord. Alors après, on peut réfléchir sur qu'est-ce que c'est une médiation réussite et qu'est-ce que c'est un accord. Voilà, parce que d'expérience, parfois, les gens extérieurs à la médiation nous disent vous êtes arrivé à ce résultat, c'est plutôt est-ce que vous êtes sûr que c'est une réussite? Nous, on part du principe que c'est un choix assumé et porté par les parties, c'est une réussite. Et puis que, je crois que Claude, tu en reparleras aussi, il y a un coût modéré, puisque le temps consacré étant rapide, le coût en face sera modéré aussi. Dans les cas d'usage, et je vais laisser la parole à Claude Évin, il y a 3 grandes catégories de médiation qu'on peut retrouver dans la santé. Dans le cadre contractuel, c'est ce qu'on appelle la médiation de la consommation. Dans le cadre des relations internes, et donc on va parler du dispositif national, mais aussi du nouveau référentiel HAS qui prévoit ça. Et puis dans le cadre des relations de soins, entre les soignants, les résidents, les soignants, les patients, les établissements, etc., avec plein de combinaisons possibles. Et je laisse la parole à Claude Évin à partir de maintenant. Très bien, merci Éric. Alors moi, je vais reprendre quelques éléments, y compris que Éric a évoqués. Peut-être d'abord la notion de la médiation, c'est une démarche amiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties rentrent en médiation de manière libre. Que ce soit des parties qui sont en conflit, on va revenir sur des cas d'usage tout à l'heure, mais que ce soit des parties qui sont en conflit, des parties qui sont dans une situation de dialogue difficile, ou que ce soit y compris des parties qui sont en contentieux. Y compris en contentieux, je vais y revenir, que ce soit en contentieux administratif, puisque je vais commencer par ça, puisque vous êtes tous dans des établissements publics,
mais y compris dans des contentieux judiciaires, dans des contentieux civils, il est à tout moment possible de rentrer en médiation. Mais la condition première, c'est naturellement que les parties qui sont dans une relation difficile, pas nécessairement en contentieux, ou les parties qui sont en contentieux, soient d'accord pour rentrer en médiation. On ne va pas leur demander de trouver nécessairement un accord. Éric disait tout à l'heure, pardon, Éric disait tout à l'heure que on considère effectivement que dans une les médiations, c'est à peu près 80% de médiation réussie. Mais les parties décident de rentrer en médiation de manière libre et elles décident aussi d'en sortir de manière libre. On peut toujours sortir de médiation de manière complètement libre, sans avoir d'ailleurs à donner de justification. Donc, effectivement, attendez, je bloque mon téléphone. Donc, la médiation, elle est régie par des textes. Ce que Éric a raconté tout à l'heure, ce qu'il a décrit, ce n'est pas sorti d'une démarche individuelle. Il y a des textes qui régissent la médiation, y compris la médiation conventionnelle, hein, et donc une médiation qui est décidée entre des parties qui ne sont pas dans une procédure judiciaire, mais qui décident effectivement de rechercher dans la démarche de médiation, en faisant appel à un tiers qui répond aux principes d'indépendance, de neutralité, d'impartialité et qui est effectivement formé, y compris ces termes sont dans la loi qui régit effectivement la médiation, y compris conventionnelle, d'avoir recours à cette démarche avec la perspective que Éric évoquait tout à l'heure, la perspective effectivement de rechercher une solution amiable. Mais comme je le disais, c'est aussi possible de rentrer en médiation, y compris quand on est dans un conflit contentieux, si les parties le décident elles-mêmes. Et il y a même dans les procédures judiciaires une possibilité qui est donnée au juge d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur. Un juge ne peut pas obliger les parties à rentrer en médiation, mais un juge judiciaire peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour expliquer aux parties en contentieux ce qu'est une médiation. Après, les parties décident ou non de rentrer en médiation. En médiation administrative, il n'y a pas cette possibilité pour le juge d'enjoindre les parties. Par contre, il existe, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, ça ne concerne pas aujourd'hui directement les établissements de santé, ça peut concerner les établissements publics médico-sociaux qui relèvent des collectivités territoriales. Il y a des procédures aujourd'hui dans la loi qui sont des procédures d'engagement de médiation obligatoire avant d'engager un contentieux, notamment lors de certains types de conflits relatifs à des personnels, mais notamment pour les établissements qui relèvent des collectivités territoriales, puisque ça ne concerne que la fonction publique territoriale. Mais donc, vous voyez qu'un des principes important, c'est la liberté, le caractère de démarche personnelle engagée par les parties qui décident de rentrer en médiation. Un autre élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que la médiation, elle est opposable. Alors, les parties qui ne sont pas en contentieux n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une issue qui, effectivement, se traduit par une homologation. Mais il est toujours possible dans une médiation de demander au juge d'homologuer l'accord qui a été conclu entre les parties. Ça c'est important, notamment lorsqu'il y a des enjeux financiers, parce qu'on peut effectivement avoir une médiation qui conduit à des engagements financiers de part et d'autre, y compris par exemple dans le cadre d'une indemnisation en réparation d'un accident médical. On va y revenir à propos de la procédure de traitement des accidents médicaux. Mais il y a naturellement des engagements financiers qui peuvent être pris. Eh bien, à ce moment-là, il est possible de demander au juge de pouvoir effectivement homologuer l'accord et de lui donner une force exécutoire qui, naturellement, permettra de garantir que l'accord qui a été passé, effectivement, est mis en œuvre. L'autre élément que je voudrais indiquer, alors là, ça ne concerne pas les procédures amiables, mais les procédures contentieuses, c'est que la médiation, elle suspend les délais de recours contentieux. C'est-à-dire, si vous êtes en contentieux, aussi bien administratif d'ailleurs que judiciaire, que vous rentrez en médiation, le jour où vous rentrez en médiation, l'accord étant, enfin, le compte-rendu en faisant foi,
eh bien, ça suspend effectivement les délais de prescription et d'autre part, ça interrompt le délai de recours contentieux. C'est aussi important de le savoir pour bien montrer que la médiation s'inscrit effectivement dans des démarches qui sont codifiées lorsqu'on est en contentieux, mais qui peuvent être tout à fait, auxquelles on peut avoir tout à fait recours, y compris lorsqu'on n'est pas en contentieux. Alors, pour venir plus particulièrement à la situation dans les établissements de santé, et en effet, apparaît sur la diapo la commission des usagers. On a une procédure de médiation qui existe dans le Code de la santé publique et qui est sous l'appellation du traitement des plaintes et réclamations. Et la procédure qui est d'ordre réglementaire, qui fait l'objet d'un décret, le décret date de 2005, décrit effectivement le traitement des plaintes et réclamations. Et dans chaque commission des usagers, qui doivent exister dans tout établissement de santé, il y a un médiateur médecin et un médiateur non médecin. Et puis, il y a d'autre part une procédure qui est décrite, je ne vais pas la rappeler ici, mais qui, si vous la regardez bien et si vous la pratiquez, et si vous attachez très précisément à ce que décrit le décret de 2005, eh bien, c'est tout sauf une médiation. Puisque le médiateur, d'abord, outre le fait qu'il est nommé par le chef d'établissement, y compris quand il s'agit du médiateur médecin, il y a même un avis de la CME qui doit être formulé sur le choix du nom du médiateur médecin. Rien ne garantit dans le texte que le médiateur médecin, comme le médiateur non médecin, est indépendant de la hiérarchie de l'établissement. Et la procédure qui est décrite, eh bien, le médiateur reçoit le patient, le plaignant, et il fait un rapport à la commission des usagers, et c'est la commission des usagers qui donne un avis sur ce que doit être proposé effectivement au plaignant. C'est une procédure qui peut être tout à fait utile, et moi je ne conteste pas le fait que ça peut répondre à un certain nombre de situations, mais ce n'est pas de la médiation. C'est-à-dire, rien ne dit, par exemple, dans le texte, que le médiateur peut réunir les parties. Et Eric apportera peut-être, qu'on en a parlé en préparant ce webinaire, apportera peut-être des éléments d'exemple, mais il y a des établissements qui, aujourd'hui, considèrent que comme ce n'est pas dans les textes la possibilité de se faire se rencontrer en présence du médiateur, médecin ou non, ou médecin, par exemple, le patient et le professionnel avec lequel il y a eu un problème, eh bien, effectivement, ça ne se met pas en place. Donc, ce n'est pas de la médiation. Et donc, c'est tout à fait, je répète, possible que ça répond à des situations qui peuvent tout à fait se justifier que la procédure devant la commission des usagers peut être tout à fait utile, mais on peut aussi avoir des situations dans lesquelles le besoin de médiation, le besoin de dialogue, la reprise d'un dialogue, la reprise de confiance entre un patient, par exemple, et un professionnel de santé, nécessite effectivement l'intervention d'un tiers et la mise en situation, si je puis dire, entre le professionnel et l'usager en question. Et puis, dans le secteur médico-social, il y a rien dans le Code de l'action sociale et des familles. Il y a effectivement le Conseil de la vie sociale, mais qui est plutôt, dont les missions sont plutôt effectivement de traiter l'organisation de l'établissement. En tous les cas, le Conseil de la vie sociale n'est pas du tout adapté et n'est pas du tout prévu, et sa composition ne permet pas non plus de traiter des situations de relations individuelles, de relations entre des proches et l'établissement, de conflits, de tensions, de litiges qui peuvent effectivement apparaître. Et d'autre part, la personne qualifiée. D'abord, il n'y a pas des personnes qualifiées dans tous les départements. On sait très bien que ces personnes qualifiées qui sont nommées conjointement par le préfet, le président du conseil départemental et le délégué départemental de l'ARS, il n'y en a pas dans tous les départements. Et d'autre part, dans le Code de l'action sociale et des familles, si vous allez voir, la personne qualifiée n'a pas du tout vocation à intervenir comme médiateur, et on lui demande, elle est là, dit le texte, pour faire valoir les droits des personnes prises en charge, mais en fait, elle a comme mission de faire un rapport aux autorités de tutelle ou aux autorités de tarification et éventuellement au procureur, ce qui n'est pas du tout une démarche de médiation. Il y a souvent des confusions d'ailleurs qui s'établissent, venant y compris parfois des agences régionales de santé, j'en ai eu des exemples, ou venant des établissements qui disent on va avoir recours à la personne qualifiée. Alors, je ne sais pas quelle en est la raison, mais le PowerPoint, Eric, a disparu. Je ne sais pas si c'est toi qui le traite.
Bon, ben, je ne sais pas comment. Voilà. Alors, est-ce qu'on compte? Oui, ça y est, il réapparaît. Voilà. Alors, les établissements médico-sociaux ont, pour les EHPAD et les services à domicile, ont une obligation, c'est la médiation de la consommation. Je le répète, parce que ça, ce n'est pas non plus toujours très bien connu, y compris les établissements publics, d'ailleurs, ont une obligation. Il n'y a aucune exonération pour les établissements publics qui doivent désigner un médiateur de la consommation. Ça relève du Code de la consommation. Ça ne traite que les litiges relatifs, disons, globalement à l'hébergement, mais ça ne traite pas l'ensemble des situations de prise en charge qui peuvent être tout à fait plus globales que la seule prise en charge hébergement dans un établissement médico-social. D'où la nécessité, effectivement, qu'il y ait une démarche de médiation qui puisse être proposée aussi bien dans les établissements de santé que dans les établissements médico-sociaux. Je viens de faire une analyse rapide, mais un peu critique de ce qui existe dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux. On y reviendra peut-être. Rien n'empêche aujourd'hui les établissements de faire appel à un médiateur, d'engager une procédure de médiation, indépendamment de ce que prévoient les textes, parce que les textes n'excluent pas du tout la possibilité d'avoir recours effectivement à une démarche de médiation. Comme je l'ai dit au début de mon propos, la médiation, c'est d'abord une démarche entre des parties qui sont en litige, qui sont en conflit, qui ont des relations difficiles. On va prendre quelques exemples. Ce n'est pas nécessairement du conflit contentieux, c'est une difficulté relationnelle complexe et qui peut trouver effectivement alors, une solution avec l'intervention d'un tiers, et tout à fait possible de prendre des initiatives indépendamment des textes qui peuvent exister, même si par ailleurs on souhaite, enfin en tous les cas je milite personnellement dans ce sens comme ancien parlementaire, pour qu'il y ait un texte législatif qui donne effectivement sans doute une obligation aux établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de proposer aux personnes prises en charge une démarche de médiation. Je te laisse peut-être, Éric, intervenir, puisque tu es membre de l'instance nationale de la médiation pour les professionnels du secteur public, dire un mot justement de ce dispositif. Oui, alors effectivement, il y a un dispositif qui concerne les établissements sanitaires et médico-sociaux du secteur public exclusivement à ce jour, donc avec un décret de 2019, pardon, qui prévoit effectivement qu'en cas de conflit entre professionnels de santé, donc là on change un peu de sujet, on est plus dans la relation avec les familles, les patients, etc., mais vraiment sur les conflits internes, qui prévoit un dispositif à 3 étages. Premier étage, c'est ce qu'on appelle un dispositif local, et ça rejoint ce que tu disais, Claude, qui prévoit que, alors là on parle bien de conciliation, il y a une modification qui a été apportée au mois de mars pour éclairer ça, que l'établissement doit mettre en place un dispositif, et ça rejoindra, mais je te laisserai y revenir, Claude, sur le nouveau référentiel de la HAS là-dessus, un dispositif dit local, soit de conciliation, c'est-à-dire avec du personnel interne à l'établissement qui va tenter de résoudre le conflit, d'accompagner les parties, soit un dispositif externe, et là on reparle bien de médiation, dans le même objectif, mais avec quelqu'un qui est extérieur à l'établissement. C'est la première étape qui est nécessaire et obligatoire avant éventuellement de passer au niveau régional ou interrégional, où là, vous avez, il faut se rapprocher des ARS notamment pour trouver les médiateurs régionaux et interrégionaux qui ont été nommés par décret également. Et puis, il y a un troisième niveau qui est possible si on a passé les 2 premiers et que les parties considèrent que ça ne leur a pas donné satisfaction et qu'elles veulent aller plus loin. C'est l'instance nationale où là aussi, il y a nous sommes 12, je crois, de mémoire, sous l'autorité de Danielle Toupillet, qui est la médiatrice nationale. Voilà, mais c'est un dispositif qui a vraiment été fait pour les difficultés ou les conflits entre professionnels de santé. Et donc, c'est confirmé d'ailleurs, alors, outre les textes, le décret et l'arrêté avec une charte de la médiation qui date d'août 2019, ça a été introduit progressivement dans les référentiels de la Haute Autorité sur les procédures de certification, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des critères dans la certification qui conduit effectivement à vérifier si les établissements ont mis en place un dispositif interne, puisque comme Éric vient de l'évoquer, avant de saisir le médiateur régional ou interrégional, puisqu'il y a des médiateurs régionaux et interrégionaux qui couvrent l'ensemble du territoire national,
il est nécessaire d'avoir recherché en interne à l'établissement, soit avec un conciliateur interne à l'établissement, soit avec un médiateur à qui peut faire appel, qui est extérieur à l'établissement, d'avoir recherché une résolution du conflit. C'est parce qu'on n'a pas trouvé de solution en établissement qu'on peut saisir le médiateur régional ou interrégional. Et donc, il y a effectivement une démarche qui est incitée par la référentielle de la Haute Autorité de Santé et dans les mesures du Ségur aussi. Il y a une mesure, je crois que c'est la mesure 23, elle est passée, là, qui incite effectivement à la mise en place effectivement de procédures internes aux établissements pour le traitement des tensions, des litiges, des conflits, des différends entre professionnels. Sans rentrer dans des exemples précis de ce point de vue, on voit bien combien souvent dans les établissements, le litige, le conflit, la tension qui peut exister entre deux professionnels ou au sein d'une équipe est parfois quelque chose qui s'enquiste, qui dure et sur lequel on a du mal effectivement à sortir parce qu'on a peut-être laissé trop longtemps effectivement ce conflit sans pouvoir intervenir et pouvoir effectivement faire appel à un tiers peut être utile. Je répète, il n'y a pas qu'une seule solution. La médiation n'est pas la réponse à toutes les situations, mais pouvoir faire appel à un tiers qui intervient de manière indépendante et de manière à respecter une confidentialité, car j'insiste aussi naturellement, comme Éric l'a fait, j'insiste beaucoup sur ce point, peut être tout à fait utile. Bon, alors, quelques exemples. Bon, c'est des exemples de situations auxquelles on a été l'un et l'autre confrontés. Des situations d'ailleurs, parce que dans le cadre qu'Éric évoquait dans une diapo tout à l'heure, il évoquait notamment les relations avec les fournisseurs, avec les établissements, etc. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, il y a quelques mois, à la demande d'un tribunal administratif de conduire une médiation. Alors, ce n'était pas dans le secteur de la santé, mais je le donne à titre d'exemple parce que ça peut tout à fait intéresser un établissement à un moment. Il s'agissait en l'occurrence là d'un office de logement social qui faisait l'objet d'un contentieux de la part d'entreprises. Le chantier s'était mal terminé. Il y avait un groupement d'entreprises avec l'entreprise mandataire qui avait attaqué l'office d'HLM, une entreprise membre du groupement qui avait attaqué à la fois le mandataire et l'office d'HLM. Il y avait plusieurs millions d'ailleurs de millions d'euros de différends dans ce conflit. Le tribunal administratif était face à une situation où donner raison, tort aux uns aux autres, faire les calculs pour savoir si tel différend sur telle façade qui avait mal été réalisée ou sur tel retard conduisait à considérer que l'établissement l'office d'HLM était tout à fait fondé à ne pas payer telle facture, etc. C'était naturellement pour un juge administratif absolument compliqué, difficile de trancher. Les parties ont accepté de rentrer en médiation. Alors là, on a eu plus de 10 heures, puisqu'on a eu à peu près, je crois, 5 ou 6 jours de médiation en présence des parties, pas en présence de toutes les parties d'abord, en présence de 2 parties, avec l'accord naturellement. Il y a toujours nécessité de jouer la transparence en médiation et de pouvoir, ce qu'on fait avec une partie, de pouvoir le dire à l'autre dans le respect de la confidentialité. On dit que ce que la partie qui a donné l'information accepte qu'on transmette, mais on a réussi à trouver un accord et les 3 parties ont réussi à trouver un accord. Voilà un exemple de médiation. On s'éloigne un peu des sujets de relations avec les usagers dans la prise en charge, mais je voulais le donner comme exemple. Et puis, il y a d'autres exemples. L'exemple d'un EHPAD où, pendant la période de confinement, des enfants d'une résidente dans un EHPAD qui ne respectait aucune règle, qui venait à n'importe quel moment, qui descendait avec la résidente, avec leur maman, dans la salle de vie commune, alors qu'il était recommandé, à tort ou à raison, le problème n'est pas celui-là aujourd'hui, mais de rester dans les chambres. Eh bien, cette situation devenait très, très tendue, très conflictuelle entre un des enfants et la direction et les équipes de l'EHPAD. Et on m'a sollicité pour conduire une médiation. Et donc là, c'est une médiation qui a duré 2h30, 3 heures d'échange et qui s'est terminée par la rédaction d'un protocole, d'une démarche. Il y avait 2 enfants qui étaient présents, un garçon, enfin un fils et une fille.
Et il s'avère que le fils était un médecin et ce n'était pas avec lui qu'il y avait la tension la plus forte, mais c'est lui qui a rédigé l'accord, le protocole, comment ça allait se dérouler. Mais est venu d'ailleurs dans l'échange autre chose que la seule difficulté d'organiser la venue des enfants visiter leur maman pendant cette période. Est venue aussi la nécessité de lui permettre d'avoir, y compris, un respect de sa pratique religieuse, etc. Enfin, il y a eu d'autres choses qui s'est exprimées à ce moment-là, qui n'avaient pas encore fait l'objet d'échanges pour des raisons diverses. Mais la médiation a permis effectivement d'apaiser et d'organiser effectivement ce qui était devenu difficilement gérable, entre guillemets, entre les équipes et les enfants en question. Je prendrai un dernier exemple, c'est un cas là de parents qui me sollicitent pour leur fils qui est cérébro-lésé, qui est dans un établissement de santé depuis déjà très longtemps. L'établissement de santé considère que sur le plan médical, il n'y a plus d'apport pour ce garçon qui a une vingtaine d'années. Et les parents sont très impliqués, viennent voir leur fils très, très régulièrement. Or, on est dans une région dans laquelle il n'y a pas d'établissement susceptible, autre que l'hôpital, de prendre en charge ce garçon. Et la seule solution est un placement à une centaine de kilomètres, ce qui ne permettrait pas aux parents de pouvoir venir le voir effectivement quotidiennement comme ils le font aujourd'hui. Et donc, on est dans une situation de tension. Les parents me sollicitent en disant « Bon, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Je prends contact avec le directeur de l'établissement qui me dit, après avoir vu l'équipe médicale, non, il n'y a pas du tout nécessité d'une médiation. L'équipe médicale n'est pas du tout d'accord pour une médiation parce que de toute manière, on est allé au bout et il n'y a plus rien à faire. Et donc, moi, j'explique l'intérêt de la médiation et je dis au directeur de l'hôpital, mais vous faites quoi dans ce cas-là? Vous ne pouvez pas mettre ce garçon sur le trottoir. Il me dit, je fais appel au juge des tutelles. Mais le juge des tutelles, qu'est-ce qu'il va décider? On n'en sait rien. Et donc, on décide de rentrer en médiation et on décide. Alors, c'est une médiation dont je ne sais pas, elle n'est pas terminée, je ne sais pas du tout ce qu'il pourra y aboutir, sur quoi elle pourra aboutir. Mais ce que je veux mettre en évidence à travers ça, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans du conflit en disant il y a une plainte, une réclamation, etc. On est dans une situation dans laquelle il y a deux positions qui sont a priori difficilement compatibles. Et c'est vrai que c'est dans cette situation d'incompatibilité, la tentation, c'est de faire appel au juge, sauf que le juge, il va donner raison ou tort à l'un ou à l'autre, on ne sait d'ailleurs pas à qui, et il y aura une frustration derrière de la partie qui n'aura pas eu satisfaction, et on n'avancera pas. Donc, on ne dit pas a priori que la médiation, elle est la solution à toutes les situations, mais là, elle peut au moins permettre qu'il y ait un dialogue. Et s'il y a une décision qui sera prise, eh bien, la décision, elle sera peut-être moins douloureuse, peut-être pour chacune des parties, même si je parle de douleur, y compris pour l'équipe médicale d'ailleurs. Et il y aura peut-être effectivement une manière d'apaiser la décision qui sera prise. Donc voilà quelques exemples. Éric, tu peux effectivement compléter aussi par des cas que Oui, alors rapidement, connais. parce que tu as bien brossé les choses. Alors, moi, j'en ai identifié deux, trois que j'ai faites récemment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour donner une idée dans quel cas ça peut intervenir. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, entre deux chefs de service, entre un chef de service qui avait promis le poste de chef de service à un de ses collaborateurs et qu'il a finalement fait attribuer, le doyen s'en est mêlé, enfin voilà, etc. Et du coup, il était impossible pour ces deux de travailler ensuite ensemble parce que l'un considérait que le poste lui avait été promis, voilà, donc il y avait un problème de légitimité, de rancœur, etc. Donc ça a permis de mettre à plat ça et puis de trouver des choses pour qu'ils arrivent à continuer à fonctionner ensemble. Donc voilà, ça peut être dans ce cadre-là. J'en ai fait une récemment où c'était un directeur qui était mis à mal par le CHSCT, voilà, et donc, ça a permis aussi de se rendre compte que finalement, les équipes n'étaient pas forcément sur la même ligne que le CHSCT et que donc le directeur n'était peut-être pas aussi décrié par ses équipes que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et puis après, il y a toute la partie, effectivement, là récemment, c'est une dame dont le papa est décédé. Pour elle, il y avait des manquements médicaux, paramédicaux. Elle demandait la radiation du médecin, elle demandait 150 000 € de dommages et intérêts.
Et en fait, ce qui a débloqué la situation, c'est quand le médecin qui n'était pas le médecin concerné en l'occurrence, mais qui était présent à la médiation, lui a présenté des excuses à titre personnel et à titre professionnel. Et là où la dame s'attendait à ce qu'on lui explique que non, tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de problème, c'était la vie qui était comme ça. Voilà. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui lui dit « je suis désolé à titre personnel et à titre professionnel », ça a permis d'apaiser les choses. Et pour l'anecdote, l'assurance a proposé 2 000 € de dommages et intérêts, enfin de dédommagement, qui sont dérisoires, hein, mais qu'elle a accepté parce que finalement, ce n'était pas le plus important pour elle. Voilà. Et je refais un lien avec la confidentialité dont on parlait. Je pense que le médecin a pu s'autoriser à faire des excuses parce qu'il savait que tout ça se faisait aussi dans un cadre confidentiel. Voilà. Et puis, pour la note humoristique, ça va vous paraître peut-être anecdotique, mais j'ai fait une médiation dans un établissement où le sujet, c'était le chien de la résidente qui posait problème à l'équipe. Et donc, le directeur dit, on fait sortir le chien, mais quand on fait sortir le chien, la résidente décompense. On refait rentrer le chien qui aboie un peu. Et là, gros conflit qui monte entre le directeur et la fille. Et en fait, quand on fait la médiation et que les gens arrivent à se parler, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le directeur était vent debout parce qu'il pensait qu'on allait maltraiter l'animal, puisque la fille avait dit on va lui mettre un collier pour quand il aboie qu'il y ait quelque chose qui se passe avec le collier. Donc pour lui, c'était un collier électrique, là où la dame avait prévu un collier avec de la citronnelle. Vous voyez, ça peut paraître anecdotique, mais tout ça avait créé une tension du côté de la direction, du côté de la famille, du côté de la résidente, qui a été réglée en 1 heure, mais les gens n'arrivaient plus à se parler. Alors, souvent, les gens me disent après, mais comment on a pu en arriver là? Mais ça fait partie des choses qui arrivent. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les exemples, on pourra en reparler après pour essayer de gagner du temps pour les échanges. Je te laisse continuer, Claude, sur un peu les derniers points. Non, mais je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais j'ai vu d'ailleurs, on y reviendra parce que j'ai vu des questions posées, mais pour la CDU, je répète, le fonctionnement de la commission des usagers, il est très utile et je ne le mets pas du tout en cause, c'est pas ça qui est en cause. Ce que je dis, c'est que le traitement des plaintes et réclamations tel qu'il est prévu dans le cadre de la commission des usagers n'est pas de la médiation. Il y a effectivement l'intervention d'un médiateur, mais il n'est pas du tout prévu qu'il y ait, par exemple, la rencontre entre une partie, éventuellement le médecin, par exemple, qui est intervenu, et le patient qui est en conflit, en litige, enfin, en tous les cas, qui a une plainte formulée contre le professionnel en question. L'indépendance du médiateur n'est pas respectée puisqu'il est nommé par le responsable juridique de l'établissement, par le responsable, la personnalité de l'état moral de l'établissement. Et d'autre part, il n'y a pas de confidentialité puisqu'il y a un rapport qui est fait à la commission des usagers. Un mot aussi, oui, voilà. Dans le cadre des traitements des accidents médicaux, je rappelle que la loi de mars 2002 qui a créé la procédure d'indemnisation des accidents médicaux, a créé des CCI, des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Ces commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, elles sont saisies lorsqu'il y a une demande d'indemnisation dans le cadre de la solidarité nationale, une indemnisation qui n'a pas été acceptée éventuellement au départ par l'établissement pour différentes raisons. Et donc, la commission de conciliation et d'indemnisation conduit l'expertise, apprécie le montant du préjudice et transmet effectivement à l'ONIAM. Quand ce montant du préjudice n'est pas atteint, puisque vous savez que l'indemnisation par la solidarité nationale n'est possible qu'au-delà d'un certain niveau de préjudice, le législateur de 2002 avait prévu que la commission puisse jouer un rôle de conciliation. Or, la commission ne joue pas ce rôle de conciliation. De l'aveu même, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec différents présidents de CCI, parce que, en fait, ça ne revient pas devant la CCI quand il n'y a pas eu un accord pour une indemnisation par l'ONIAM. Et ça ne revient pas non plus devant l'établissement. Et souvent, à ce moment-là, la victime, elle saisit le tribunal administratif quand il s'agit d'un établissement public, peut saisir une procédure judiciaire par ailleurs, elle saisit le tribunal administratif pour une demande d'indemnisation. Et donc, il y a là nécessité effectivement d'envisager qu'il y ait d'autres mécanismes, et notamment un mécanisme de médiation pour pouvoir traiter, y compris l'indemnisation des accidents médicaux, quand l'ONIAM ne permet pas,
parce que le niveau de préjudice n'est pas suffisant quand l'ONIAM ne permet pas cette indemnisation. Concernant le Conseil de la vie sociale et la personne qualifiée, je l'ai évoqué tout à l'heure. Là aussi, ça répond à des situations. Il n'est pas question de dire qu'il faut effectivement s'en passer, mais on est parfois face à des situations dans lesquelles le dialogue, comme Éric vient de l'évoquer, peut être parfois difficile, peut être tendu, peut être bloqué, et faire appel effectivement à un tiers peut permettre de débloquer cette situation. Alors Claude, si tu m'autorises pour qu'on puisse garder du temps pour les questions, peut-être qu'on peut renvoyer à ton ouvrage un peu sur les perspectives. Merci. Voilà, non, effectivement, vous le trouverez aux presses de l'EHESP. Il a été publié au mois d'avril. Voilà. Et puis pour terminer, encore une fois, qu'on puisse échanger, on vous a mis quelques références alors pour le dispositif dont on a parlé, hein, qui vous permet de faire appel au dispositif local, régional et national. Ça, c'est pour le traitement des litiges entre professionnels de santé, enfin entre professionnels au sein d'un établissement. Voilà. Si vous avez nécessité, voilà, vous pouvez aussi faire appel à des médiateurs extérieurs, c'est ce que rappelait Claude. Hein. Et puis, je me suis permis de mettre un lien vers mon site parce qu'il y a deux choses qui peuvent peut-être vous intéresser. On a fait une grosse foire aux questions sur la médiation, donc ça peut vous intéresser. Et puis, j'ai élaboré le guide du médiateur en établissement de santé et la boîte à outils du médiateur en établissement de santé qui peuvent peut-être aider ceux qui sont médiateurs médicaux ou non médicaux et qui assistent à ce webinaire. Très bien. À votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup Claude Évin, Éric Bassot pour cette présentation dense, mais le sujet est dense et on voit les questions se multiplier. Alors, je n'aurai pas la prétention de vous les retransmettre toutes, mais disons, peut-être une première série de questions qui peut porter sur le profil des médiateurs. Est-ce qu'on peut faire un portrait robot, entre guillemets, du médiateur, avec sans doute en sous-jacent la question de la manière de mesurer l'impartialité. Et puis ensuite, même si dans une certaine mesure, vous avez répondu à certaines questions, mais je pense que c'est bien de reformuler parce que le sujet est quand même assez précis à avoir par rapport aux différentes modalités. Peut-être redire qui peut saisir le médiateur et quel... Alors ça, c'est une question peut-être qui peut vous paraître surprenante, mais elle a été posée. Qui peut saisir le médiateur et celui qui demande la médiation bénéficie d'une protection individuelle. Voilà peut-être les deux premières questions, et puis ensuite, il y en aura d'autres. Ça continue à tomber dru sur le chat. Claude, je te laisse répondre à ça. Ouais, le profil du médiateur, ce sont d'abord les qualités d'une certaine manière ou les caractéristiques qui ont été évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne s'improvise pas médiateur, moi je crois que c'est la première idée qu'il faut avoir. On le voit d'ailleurs, et je suis désolé, c'est pas du tout polémique, mais ce que je dis, on y reviendra sans doute par rapport à la CDU, y compris ce que nous formulons, Éric et moi, nous le formulons y compris après avoir travaillé avec France Asso Santé, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de pas mal échanger avec France Asso Santé. C'est aussi la perception des représentants des usagers sur le plan national. Bon, ils aspirent effectivement à avoir des médiateurs formés. Et je l'ai écrit, je le dis sans esprit de polémique, mais pour bien fixer les idées, on peut avoir été un bon président de CME, on n'est pas nécessairement un bon médiateur. C'est deux fonctions différentes. Ça ne veut pas dire qu'un président de CME, je dis pourquoi, parce que souvent on désigne dans les établissements, on désigne le médiateur médical comme étant l'ancien président de CME qui a terminé son mandat, etc. Et donc, un président de CME, il contribue à trouver des solutions lorsqu'il y a des tensions entre les professionnels. Mais ce n'est pas de la médiation qui permet effectivement d'accompagner des professionnels
de permettre à des professionnels de se rejoindre dans une relation qui, effectivement, est une relation plus apaisée. Ce n'est pas nécessairement une démarche de médiation. Je répète, ça ne veut pas dire que c'est à rejeter, bien au contraire, mais ce n'est pas une démarche de médiation. Et donc, le premier élément du profil, c'est d'abord d'avoir des gens qui sont formés, comme cela a été indiqué, à une formation de médiation. C'est ce qui est reconnu par les cours d'appel pour fixer la liste des médiateurs. C'est ce qui est reconnu d'une manière générale dans les différents organismes qui agréent les médiateurs, c'est d'avoir 200 heures de formation. Et puis d'autre part, le profil par rapport à l'indépendance ou par rapport à l'impartialité. D'abord, c'est une question, je dirais presque statutaire, quand il s'agit de quelqu'un qui est salarié de l'établissement, de la part de l'usager qui peut avoir un litige avec l'établissement, la perception qu'il aura du fait qu'il a affaire à un salarié de l'établissement ne va pas lui donner une image d'indépendance. Et donc, après, si vous voulez, c'est la perception qu'ont les parties. Il faut que les parties soient en confiance. Il faut que les parties sachent qu'ils peuvent effectivement se dire des choses, que ça reste confidentiel, mais que le médiateur, le tiers qui est là, il est là pour les aider à cheminer. Il n'est pas là il est impartial, y compris parce qu'il n'a pas de position en faveur de l'une des parties contre l'autre. Donc ça, c'est aussi la perception que les parties ont du médiateur. Et il est tout à fait possible, je crois d'ailleurs c'est une question qui a été posée, il est tout à fait possible de récuser le médiateur. Il est tout à fait possible de dire non, et d'ailleurs de sortir de la médiation en disant non, j'ai le sentiment, vous prenez parti, monsieur ou madame la médiatrice, vous prenez parti. Donc, effectivement, les parties doivent être totalement en confiance. Et c'est ça, effectivement, qui définit le profil du médiateur ou de la médiatrice, d'ailleurs. Qui peut saisir le médiateur? Ça dépend de quel type de situation on parle. Je répète, la démarche de médiation, c'est une démarche volontaire entre des parties qui sont en conflit. Et donc, il appartient aux parties qui sont en conflit, mais que ce conflit soit en contentieux ou pas en contentieux, de pouvoir se rapprocher l'une de l'autre et de pouvoir se dire, en décrivant ça, je suis très conscient que je le décris de manière un peu primaire et un peu simple et que c'est souvent un peu plus compliqué que ça, mais plutôt que de s'engueuler, plutôt que d'être en conflit, est-ce qu'on ne pourrait pas se parler? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à un tiers pour nous aider à se parler? Mais c'est aussi possible quand on est en contentieux, y compris à travers les avocats, à travers les conseils. J'ai donc évoqué le fait que la médiation pouvait y avoir recours à n'importe quel moment dans une procédure, et les avocats peuvent tout à fait décider que quand vous êtes en conflit avec une partie et que vous avez un conseil, de suggérer à votre conseil, à votre avocat, de se rapprocher de l'avocat de la partie adverse, si je puis dire, pour proposer une médiation. Et dans un établissement, sur les litiges entre professionnels, c'est souvent peut-être le responsable de l'établissement qui pourrait proposer effectivement qu'on fasse appel à un conciliateur ou à un médiateur. Donc, n'importe qui peut saisir un médiateur. Il faut effectivement... les médiateurs formés, il y a des réseaux qui existent de médiateurs. Eric a mis sur la dernière diapo les références, par exemple, d'un réseau de médiateurs dans lequel nous sommes l'un et l'autre médiateurs qui interviennent spécifiquement dans le secteur de la santé et du médico-social, le réseau de concert. Et il y a des médiateurs qui existent, vous pouvez en trouver sur différents sites. Celui qui demande a-t-il une protection individuelle? Alors, je ne sais pas ce que ça recouvre comme situation. La personne qui demande à rentrer en médiation, en général, elle est en conflit avec une partie. Donc, il n'y a pas à hésiter à demander une médiation. Est-ce qu'il s'agit d'une question qui porte sur la protection juridique, y compris au niveau de la prise en charge des frais de médiation? Alors, on l'a évoqué, j'ouvre une parenthèse parce qu'on l'a évoqué à un moment, on a dit, le coût de la médiation est relativement limité. C'est en tous les cas, face à une situation conflictuelle, c'est moins onéreux d'avoir recours à une médiation que d'avoir recours à des avocats. Parce que avoir recours dans un contentieux
vous allez avoir une procédure qui va durer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, alors qu'une médiation, d'ailleurs le principe même dans le code de justice administrative comme dans le code de procédure civile, il est prévu qu'une médiation, ça dure 3 mois, éventuellement renouvelable, mais on considère qu'une médiation qui s'éternise, ça ne va pas marcher. Alors ça peut arriver que dans des situations très complexes, il faille demander à prolonger, mais une médiation, elle doit rester dans un temps limité. Hein, et donc, donc s'il s'agit de la question sur la protection individuelle, la question de savoir s'il est possible d'avoir recours à protection juridique, éventuellement s'il y a des frais à couvrir, ça dépend des protections juridiques, c'est éventuellement envisageable, mais en tous les cas, sachez par ailleurs que la médiation est certainement beaucoup moins onéreuse que d'autres types de procédures. Claude, je voudrais, si tu permets, parce que je vais profiter de tes interventions pour lire un peu les commentaires dans le chat. Notre propos, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la médiation et la CDU, notre propos n'est pas de dire que ce qui est fait est mal. Notre propos est de dire simplement que, comme disait Camus, mal nommer des choses, c'est rajouter au chaos du monde ou quelque chose comme ça. C'est que ce qui est fait, ça a son avantage, son bénéfice et ça fonctionne. Nous, on dit simplement qu'en tant que professionnel de la médiation, on n'est pas dans un cadre tel que nous, on le pratique, notamment par le fait que, effectivement, moi, je forme beaucoup de médiateurs médicaux qui me disent, moi, je vais voir le confrère, le collègue dans son service, il me donne ses explications, j'en fais une synthèse et je fais ce retour à la famille ou au patient. Encore une fois, souvent, moi, c'est ce que j'appelle les entretiens d'explicitation, ça fait son ouvrage, ça fonctionne très bien. Nous, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas de la médiation au sens où on l'entend, c'est-à-dire des gens formés, externes, indépendants, impartiaux, neutres, avec un processus structuré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de processus dans ce qu'on fait et qui le distingue un peu de ce qui est fait aujourd'hui. Je pense qu'on a utilisé le mot de médiation en 2002 dans le cadre de la CDU, parce qu'à l'époque, c'était un terme qui n'était pas très usité, qu'aujourd'hui, les choses sont vraiment en train de se structurer, de se formaliser, et que nous, on essaye de mettre de la clarté là-dedans. Et d'ailleurs, on le voit dans le dispositif pour les conflits internes. Au départ, le niveau local s'appelait aussi médiation, et il a été choisi et décidé de dire qu'on allait parler plutôt de conciliation quand il était mené par des personnels internes à l'établissement. Ce qui est le cas du médiateur non médical qui est toujours salarié, par exemple, ou du médiateur médical qui intervient dans l'établissement. Voilà, je voulais préciser pour qu'il n'y ait pas, on n'est pas en train de critiquer le système pour le critiquer, quoi. Voilà. Et la procédure de traitement des plaintes et réclamations, je l'ai évoqué, mais je reviens sur ce point, ne prévoit pas, par exemple, que le médiateur médecin met en relation, ou non médecin, mais qu'il s'agit par exemple d'un conflit avec un médecin. Il y a eu un problème dans une intervention chirurgicale, le patient n'est pas content de ce qui s'est passé. La procédure ne prévoit pas qu'on les met en relation, le patient et le professionnel, pour qu'ils se réexpliquent, qu'ils se disent des choses, que la relation de confiance qui avait été à l'origine du soin qui a été prodigué, qui a été rompue parce qu'il y a eu tel ou tel incident, puisse se renouer. La procédure en CDU ne permet pas ça. Elle ne l'exclut pas, mais telle qu'elle est décrite, elle n'est pas prévue pour cela. Et donc, c'est là que nous disons, outre le fait de l'intérêt du médiateur indépendant, etc., c'est qu'il y a des situations dans lesquelles remettre en relation les acteurs est utile pour l'un comme pour l'autre. C'est utile pour le patient, c'est utile aussi pour le professionnel qui peut être frustré, qui peut être meurtri de la situation dans laquelle il s'est trouvé. Or, la procédure qui est décrite dans le décret de 2005 ne prévoit pas cela. C'est là que nous disons, dans certaines situations, ça peut être utile d'avoir recours, effectivement, à une vraie démarche de médiation. Alors, peut-être encore deux questions, parce qu'il en arrive beaucoup. Une qui porte sur le rôle ou la confusion du rôle qu'on pourrait trouver entre le défenseur des droits et le médiateur. Je pense qu'il y a peut-être un intérêt à préciser le rôle, la différence de rôle. Et puis, je vois aussi cette question qui s'adresse à nos deux intervenants, c'est au fond, est-ce qu'il faut aller un pas plus loin et donner un cadre législatif pour peut-être systématiser la possibilité de la médiation. Alors, chaque terme compte. Je crois que chacun a bien compris que la médiation, ça supposait l'accord des parties pour y recourir.
Mais est-ce qu'on pourrait envisager, enfin, je pose la question, je reformule certains propos, c'est est-ce qu'il faudrait mettre en place un dispositif qui permettrait systématiquement de proposer cela? Et on est bien d'accord que dans un cadre qui est distinct de la médiation interne, qui est plutôt une conciliation qui existe déjà au sein des établissements. Donc, deux questions. Le rôle du défenseur des droits, et puis est-ce que vous pensez qu'il y aurait un intérêt à aller un petit peu plus loin pour accélérer le pas sur ce dispositif dont on voit bien qu'il intéresse beaucoup de monde? Le défenseur des droits, qui d'ailleurs, historiquement, s'est appelé médiateur, puisque ça a été, le défenseur des droits est issu de ce qui a été tout à fait à l'origine le médiateur de la République. Mais vous savez qu'on utilise le terme médiation dans beaucoup de situations. Donc, on parle de médiation, y compris face à la guerre en Ukraine. On est effectivement loin parfois de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Le défenseur des droits, il peut là aussi remplir une mission. Il répond à des situations qui sont effectivement des situations dans lesquelles le droit n'a pas été respecté et dans lesquelles, plutôt que d'engager effectivement une procédure, il s'agit effectivement d'alerter sur une situation inacceptable, une situation anormale, au sein d'ailleurs des services du défenseur des droits ou de la défenseur des droits. Aujourd'hui, il y a effectivement sur les lieux de privation de liberté, sur les situations effectivement qui justifient le fait qu'on puisse revendiquer une application des droits sans avoir recours à une juridiction, mais outre le fait que le défenseur des droits, y compris, fait des rapports qui peuvent être tout à fait utiles pour faire bouger les choses, il peut aussi être saisi, les services peuvent être saisis pour pouvoir débloquer telle ou telle situation. Mais on ne met pas nécessairement dans la procédure défenseur des droits, on ne met pas nécessairement les parties en conflit en situation de rencontre. Ce que je veux répéter pour je ne sais combien de fois, c'est que la médiation, c'est une rencontre entre des parties qui sont en litige, qui sont en conflit, qui sont une rencontre en présence d'un tiers, et le tiers étant là pour faciliter la rencontre, pour faire que la possibilité de dialogue dans lequel se sont trouvées les parties ou les situations conflictuelles dans lesquelles ils se sont trouvés puisse progressivement leur permettre d'évoluer, leur permettre d'avancer, leur permettre de se rencontrer. C'est ça, effectivement, la démarche particulière de la médiation. Tu veux rajouter, Éric, quelque chose? Oui, parce que tu as dit quelque chose qui est important pour moi aussi, mais on est passé vite dessus. C'est que la médiation, d'abord, elle doit présenter un intérêt pour les deux parties. Tout à fait. C'est-à-dire que tu l'as dit rapidement, mais je me permets d'insister, c'est-à-dire que moi, j'ai régulièrement des médiations où le médecin ou le soignant mis en cause dit « mais moi, je veux être là, je veux expliquer ce qui s'est passé parce que en tant que professionnel, je me sens remis en cause alors que j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail. » Donc, et d'ailleurs, le texte, souvent on passe un peu là-dessus, mais dans le cadre de la CDU, c'est les équipes, les soignants qui peuvent aussi saisir le médiateur quand ils rencontrent une difficulté avec le patient ou sa famille. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée et c'est pour ça que c'est important. Alors, moi aussi, je vois dans les formations, il y a un côté contre-intuitif à dire mettre des gens en conflit dans la même pièce, est-ce bien raisonnable? C'est vrai que spontanément, on peut se dire c'est peut-être pas la meilleure option. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens nous disent nous, on fait ces rencontres, mais il n'y a pas le confrère ou le collègue parce qu'on ne veut pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Alors qu'en fait, quand on est formé et qu'on maîtrise son dispositif, on sait que c'est la rencontre qui va peut-être permettre de passer outre tout ce qu'il y a eu précédemment, quoi. Moi, j'ai le cas d'une petite médiation que je n'ai pas faite, donc je la raconte encore plus volontiers. Un médiateur médical orthopédiste qui fait une médiation et qui, à la fin de la médiation, la patiente dit, parce qu'il avait convié le confrère, à son médecin, « Docteur, est-ce que je peux vous embrasser ?» Vous voyez, parce que c'était ça aussi qui se jouait, quoi. C'est évident qu'une médiation est forte sur le plan émotionnel. Ça a été évoqué aussi dans la présentation tout à l'heure. Il y a des situations où émotionnellement, la rencontre il se déclenche quelque chose. Et c'est là l'intérêt, effectivement, de mettre en place cette médiation et de pouvoir, effectivement, et de devoir faire appel à un tiers, y compris d'ailleurs pour, je n'allais pas dire pour réguler, mais pour que les choses se passent
de manière à ce qu'elle puisse quand même être maîtrisée entre les différentes parties. Marc, tu posais la question de faut-il rendre la médiation obligatoire? Bon, ça, c'est le législateur qui le décidera. Moi, personnellement, je pense que ce serait opportun, dans le cadre du renforcement du droit des patients, du droit des usagers, de pouvoir effectivement proposer systématiquement aux patients d'avoir recours à un médiateur qui répond aux critères que l'on a évoqués. Il y a une obligation, je l'ai dit, pour les EHPAD, c'est une obligation législative qui relève du Code de la consommation de proposer un médiateur de la consommation. J'ai indiqué tout à l'heure que ça ne répondait pas à l'ensemble des situations auxquelles peuvent être confrontés les EHPAD et les services à domicile. Pour les établissements de santé, on n'a pas cette obligation. Il y a l'obligation d'avoir un médiateur médecin et non médecin dans la commission des usagers, comme on l'a déjà évoqué. Mais je pense qu'effectivement, ce serait opportun d'aller vers une obligation de proposer d'avoir recours à un médiateur selon des formes sur lesquelles on ne va pas rentrer pour le moment dans les détails, mais soit avec des conventions avec des organismes de médiation, soit avec des conventions avec des médiateurs individuellement, mais avec la possibilité naturellement pour les parties, notamment pour les usagers, de récuser le médiateur s'ils considèrent qu'il ne répond pas aux critères, mais l'établissement ayant naturellement la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter le choix de l'usager quant au choix du médiateur, puisque comme je l'ai dit au début, il faut au minimum être d'accord quand on rentre en médiation sur l'identité du médiateur. On n'est pas obligé d'arriver à un accord, mais il faut au moins qu'on soit d'accord sur l'identité du médiateur, sinon on ne rentre pas en médiation. Oui, moi je suis évidemment d'accord avec Claude, c'est-à-dire qu'il faut aller vers quelque chose qui permette de promouvoir ça, parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande, et encore une fois, sans opposer les possibilités. Moi, je trouve que la CDU, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ce qui est aussi très intéressant dans les médiations. On ne t'entend plus. Ah bon? Oui, vas-y, ça y est, maintenant c'est revenu, je pense. Je disais, on a parlé des avocats accompagnateurs, mais dans la CDU, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est les représentants des usagers accompagnateurs en médiation. Voilà, donc je pense qu'il y a à apprendre un peu dans tout ce qui existe, parce qu'on a 20 ans de recul, et d'aller vers quelque chose qui s'améliore, quoi. Ça me permet d'ailleurs de préciser qu'en médiation, on peut se faire accompagner de la personne de son choix, qui est soumis aux mêmes règles de confidentialité, mais ça peut être accompagné d'un avocat lorsqu'on est en procédure contentieuse, judiciaire ou administrative, mais ça peut être aussi accompagné d'un représentant des usagers, par exemple pour les usagers qui participent à une médiation. Alors, peut-être une question un peu triviale. On a évoqué la question du coût et de sa relative modération, mais est-ce que qui paye? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à une telle question. Quand on est en procédure dans laquelle il y a eu l'intervention d'un juge, par exemple, quand un médiateur est désigné par le juge fixe aux parties les modalités de rémunération du médiateur. Soit effectivement c'est partagé entre les parties, soit pour des raisons liées à la situation économique ou autre de l'une des parties, le juge décide que c'est effectivement telle partie qui va prendre en charge les frais de médiation. Les frais de médiation, c'est quoi? C'est le temps passé par le médiateur. Alors, on peut vous donner des exemples parce que effectivement, en général, si vous voulez, c'est un tarif à l'heure parce qu'on ne sait jamais combien de temps va durer une médiation. Alors, ça peut durer, Eric a dit, entre 8 et 10 heures, ça peut être moins, ou entre 6 et 10 heures, je crois que tu as dit, Eric. Ça peut être moins, ça peut parfois être 2 heures, ça peut avoir effectivement permis de trouver un accord. Bon, ça peut être plus quand c'est des médiations un peu complexes comme celles que j'ai entre autres évoquées tout à l'heure entre un office d'HLM et des entreprises, naturellement. Et donc, c'est plutôt au temps passé. Ça peut être aussi les frais de déplacement. Ça peut être la location de salle parce que c'est aussi important de considérer que la neutralité doit faire que les parties se sentent
ne se sentent pas une pression et que le médiateur, il aura la préoccupation de choisir un lieu neutre dans lequel a lieu la médiation. Ça peut être dans un établissement de santé, mais par exemple, si c'est un conflit entre un patient et un professionnel, ce n'est pas nécessairement dans le service dans lequel le patient a été opéré qu'il faut aller refaire la médiation. Et donc, il faudra voir avec l'établissement peut-être à faire la médiation, je ne sais pas, une salle de la direction, enfin dans un lieu neutre, mais ça peut être aussi, et ça, le médiateur, il en discute d'abord avec les parties, et ça peut être éventuellement même en dehors. S'il y a donc, j'évoque ça comme étant aussi un des points à préciser sur la manière dont on conduit une médiation, hein, et qui montre bien qu'il est nécessaire pour ça que le médiateur soit formé, ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça naturellement quand on ne s'est pas confronté effectivement à des médiations. Et pour revenir à la question du coût, il peut y avoir effectivement des coûts annexes de ce type, mais ça reste limité. Alors, qui paye quand il s'agit effectivement d'un conflit entre un établissement et des patients? Bon, il n'y a pas de règle aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de règle, puisque le médiateur, médecin ou non médecin, il est salarié de l'établissement ou il le fait de manière bénévole. Lorsqu'on fait appel à un médiateur, il est naturellement souhaitable que ce soit l'établissement qui prenne en charge. Si vous êtes dans une situation dans laquelle il y a un patient qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait de la prestation, de la manière dont il a été pris en charge, si vous lui dites pour discuter avec le médecin avec lequel vous avez effectivement un conflit ou pour lequel vous n'êtes pas content, vous allez commencer par payer. Ou si on dit à des proches dans un EHPAD, ça se passe mal avec vous et pour discuter, vous ne vous sentez pas bien vis-à-vis de l'établissement, vous ne vous sentez pas écouté, vous êtes en situation conflictuelle, vous allez commencer par payer. Non, enfin, je veux dire, ça fait partie faut bien comprendre que la recherche d'une solution, c'est à l'institution de la prendre en charge. Mais je répète que ça reste dans des situations modérées. Et je répète là aussi de manière peut-être un peu provocatrice qu'il vaut mieux s'engager dans une médiation que de laisser un conflit perdurer, de se retrouver avec une plainte déposée devant telle ou telle juridiction et d'avoir à avoir recours à un avocat. Je le dis d'autant plus que j'ai aussi une activité d'avocat, mais que l'activité de médiation me semble de ce point de vue beaucoup plus répondre à la situation auquel nous sommes confrontés en matière de prise en charge des soins. Alors, merci beaucoup. Moi, je pense que d'abord, il y a beaucoup de gens qui remercient la clarté des explications données. Et ça me paraît à souligner parce qu'il y a des informations factuelles qui ont été données, il y a des éléments dans le chat qui ont été passés, et puis bien sûr, chacun pourra s'y référer par la suite. Et puis chacun, Marc, peut-être qu'on peut dire, parce que c'est vrai que nous sommes passés rapidement sur certains des sujets, aussi bien Eric que moi-même. Bon, Eric a donné effectivement les références de son site. Bon, moi, j'ai un site aussi sur lequel il y a mes références. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de nous interroger par mail pour qu'on puisse préciser tel ou tel point que nous n'avons pas pu aborder de manière suffisamment détaillée dans notre expression, hein. Voilà, donc on mettra ça, on va le mettre, Isabelle Agès va le mettre dans le chat, va mettre vos coordonnées. Peut-être deux choses, vous lire un message sur lequel peut-être vous souhaiterez réagir, hein, de Brigitte Ecker, la médiation professionnelle. Alors évidemment, entre professionnels doit être intégrée à la gouvernance de l'institution pour permettre l'indépendance de la médiation du médiateur interne. Alors, on a bien conscience que c'est un sujet distinct, mais je pense que c'est intéressant d'avoir votre réaction là-dessus parce que c'est important. Et puis peut-être aussi dire un mot sur sur les représentants des usagers, parce que j'ai vu dans le chat, je ne trouve pas de terme français pour le chat. Il faudra en trouver un. Dire, bon, au fond, les représentants des usagers sont là, ils peuvent jouer un rôle, et je pense que c'est important de vous exprimer, d'autant que le temps qui est notre ennemi court et qu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc peut-être sur ces deux points, et puis peut-être un mot de conclusion partagé avant que malheureusement nous devions nous séparer. Sur les représentants des usagers, nous l'avons dit, mais nous le répétons, je crois qu'effectivement, moi j'ai vu passer en effet un certain nombre de questions.
Les représentants des usagers, ils ont tout leur rôle, y compris dans la médiation d'ailleurs. Comme accompagnant d'un usager ou un patient qui peut avoir une plainte à formuler vis-à-vis d'un professionnel ou vis-à-vis de l'établissement. Et la commission des usagers, elle a tout son rôle. Simplement, pour la deuxième fois, je répète que la procédure qui consiste à faire un rapport du médiateur à la commission des usagers quand il s'agit d'un conflit qui porte sur la relation entre un patient et un professionnel, ça ne respecte pas la médiation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous rappelle que la commission des usagers, à l'origine, enfin, la loi de 2002, elle ne parle pas d'une commission des usagers, ça a été modifié dans la loi de 2016, c'était la commission de relations avec les usagers et d'amélioration de la prise en charge, c'était la CRUC-PC. Et l'objectif, effectivement, c'était de travailler, enfin de permettre aux usagers de pouvoir intervenir pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Et puis, la référence à la qualité de la prise en charge, le QPC, a été abandonnée dans la loi de 2016 et on parle maintenant de la commission des usagers. Mais que la commission des usagers soit saisie quand il y a un problème de dysfonctionnement dans l'institution, c'est tout à fait son rôle. Que par contre, quand il y a un conflit, un différend, un litige entre un patient et un professionnel, ça, c'est peut-être pas tout à fait du rôle de la commission des usagers. Il y a peut-être des éléments qu'il est important de communiquer parce que ça révèle peut-être un dysfonctionnement qui pourra être utile à modifier, mais quand il s'agit d'une relation humaine qui a été conflictuelle, qui est difficile, etc., ça doit rester confidentiel, ça doit rester entre le patient et le professionnel concerné. Et la procédure qui est décrite dans le décret de 2005 ne permet pas ça. C'est ça qu'on dit, c'est tout. Et dans ce genre de situation, avoir recours à un tiers qui va permettre de rétablir cette relation peut conduire à ce qu'un usager accompagne, un représentant des usagers, accompagne l'usager en question. Ça, il n'y a aucune difficulté. D'ailleurs, dans ce cas-là, le représentant des usagers, il est soumis à la confidentialité lui aussi. Et on fait signer d'ailleurs, pour dire les choses clairement, on fait signer un accord de confidentialité aux parties présentes au moment où on démarre la médiation. Donc tout ça est protocolé, y compris, c'est ce qu'on veut vous dire, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la procédure du décret de 2005. Mais il y avait une autre question, je ne sais plus ce qu'elle était. Il y avait une question que j'ai vue arriver aussi, la question des assureurs en indemnisation. Les assureurs, bon, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec le directeur juridique de la CHAM, y compris dans la perspective d'une modification législative. Les assureurs ne sont pas du tout opposés à la médiation. Ils souhaitent simplement, lorsqu'il leur sera fait appel, ils souhaitent y participer. Donc c'est un acteur auquel il peut être utile, qu'il peut être utile de solliciter. Et comme je vous ai dit qu'il y avait une homologation possible de demander au tribunal d'homologuer, même quand on n'est pas en procédure contentieuse. Donc, si effectivement il y a un engagement financier vis-à-vis de l'assureur ou vis-à-vis effectivement du comptable public, parce que ça peut aussi être le cas pour un établissement public, à ce moment-là, il y a possibilité de faire homologuer l'accord quand il y a un enjeu financier. Mais si effectivement l'assureur doit intervenir, il faut l'associer naturellement à la discussion. Il ne s'agit pas, on ne peut pas venir le voir après en disant « Oh, on s'est mis d'accord entre nous, maintenant à vous de payer ». Il faut quand même qu'il soit dans le coup. Mais il est soumis exactement au même principe de confidentialité, naturellement, mais c'est un acteur qu'il faut associer naturellement. L'objectif, c'est bien de rechercher un accord entre tous les acteurs concernés. Je vais peut-être faire une conclusion et je te laisserai terminer, Claude. Là, pareil, je continue à lire ce qui se dit. Ma conclusion à moi, parce que j'ai vu passer des choses, oui, mais alors est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la publicité, la médiation payante, etc. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de dire, enfin en tout cas pour moi, le médiateur, même s'il est interne, il y a deux critères qui doivent être évalués par la gouvernance de l'établissement de mon point de vue. C'est sa formation, pardon, j'insiste, mais je pense qu'il ne viendrait à personne d'aller voir un médecin qui n'est pas formé. Donc, pour la médiation, c'est un peu la même chose. Et son indépendance dans son activité de médiateur, c'est-à-dire voilà, que quand les patients ou les familles à qui on propose une médiation puissent dire, ben là, voilà, la personne que je vais voir, j'ai la confiance
va être là et elle va s'établir parce que c'est le travail du médiateur aussi. Mais voilà, il faut avoir cette confiance et cette confiance, il faut que la gouvernance la donne aussi au médiateur par une vraie garantie d'indépendance. Et je crois que c'est les propositions que tu fais, Claude, dans des évolutions. Et puis, je vais terminer par un mot que je lis là, qui me va bien, et j'en profite pour saluer le docteur Pierre-Emmanuel Hénérès, qui dit « Le médiateur médical formé que je suis n'est plus le médiateur médical non formé que j'étais ». Moi, ça me va très bien et ce sera ma Moi, conclusion. je trouve, mais voilà, moi, dans la formation que j'ai suivie pour mon DU de médiateur, il y avait un certain nombre de médecins qui étaient des médiateurs médicaux dans leur établissement et avec lesquels moi j'ai pu échanger justement sur la manière dont ils avaient évolué dans leur démarche et je trouve que c'est effectivement intéressant. Beaucoup de choses ont été dites. Un mot de conclusion, moi je veux revenir sur ce qu'Éric vient d'évoquer. Je pense que c'est effectivement la nécessité de se donner les moyens de maintenir cette relation de confiance. Quand on est patient et qu'on vient dans un établissement de santé, on vient en toute confiance. On vient parce qu'on vient voir un professionnel de santé, on se remet, entre guillemets, entre ses mains, même si les droits des patients conduisent à une certaine autonomie, un choix, etc. Mais on fait confiance. Il peut y avoir une rupture de cette confiance pour différentes raisons. Il faut pouvoir rétablir cette confiance. Même chose quand il s'agit d'une prise en charge plus longue en médico-social, en EHPAD par exemple. Eh bien, il y a une confiance qui doit s'établir parce que le résident, la résidente, il va vivre là pendant longtemps, jusque parfois y compris la fin de sa vie. Et quand il y a des tensions, y compris souvent entre les proches et l'établissement, eh bien, cette relation de confiance, elle est rompue. Et donc, c'est comment on rétablit cette confiance. Moi, j'avais un échange hier avec un groupe privé associatif qui gère des EHPAD, qui est en train d'élaborer une charte, et ils exprimaient le fait que, après avoir fait la préparation de cette charte, là j'étais plutôt pour en discuter à la fin du processus, eh bien, ce qu'exprimaient le plus les responsables d'EHPAD par rapport aux familles, c'était la crainte, justement, du conflit avec les familles. Et parce que la charte prévoyait de donner plus de place aux familles. Et la réticence très forte des responsables d'établissement. Ce qui montre bien qu'on est encore dans des relations, y compris dans notre secteur de la santé et du médico-social, dans lequel les relations, parfois, parce qu'on est vraiment dans de l'émotionnel, on est dans de la relation dans lequel il y a une implication très forte, etc., dans lequel les relations parfois sont complexes, parfois sont difficiles. Et donc, ne pas rester, moi mon message ce sera ça, ne pas rester dans cette situation de blocage. Rechercher toutes les solutions de cette situation, face à cette situation de blocage. La médiation est une des réponses. Je répète, c'est pas la seule. On n'a pas du tout ici l'intention de dire que la médiation va répondre à tout. Non. Simplement, la médiation, elle mérite d'être davantage connue. C'était pour ça que ce webinaire pouvait présenter un intérêt parce qu'on se fait une idée de la médiation qui ne correspond pas toujours à la réalité. Puis on ne sait pas très bien comment on peut avoir recours à des médiateurs. Et puis, est-ce qu'on ne va pas transférer notre sujet à l'extérieur? Non, confidentialité, on l'a répété à plusieurs reprises. Hein, il y a une charte de la médiation, il y a des règles déontologiques, il y a un code de déontologie des médiateurs auquel on est tenu et naturellement auquel on tient particulièrement. Sinon, la médiation ne se développera pas, ne permettra pas de répondre à ces situations conflictuelles difficiles de relations auxquelles parfois on peut être confronté dans notre secteur, qui est quand même un secteur dans lequel souvent il y a des situations qui se détériorent parce qu'on on les a pas bien prises en compte suffisamment tôt. Un grand merci. Je m'associe à tous les Eh bien, on reste à votre disposition, tous. Voilà, qui écrivent leur satisfaction de ce webinaire. D'abord parce que vous avez parlé de la phrase de Camus, Éric, sur la manière de nommer les choses. Eh bien, vous avez nommé les choses, précisé et distingué ce qui était la première chose fondamentale. Et puis, je ne vais pas faire un résumé parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, la deuxième chose fondamentale, moi, que je retiens, c'est que, au fond, à travers ce processus, on peut rétablir
la logique de confiance qui est le fondement, au fond, du soin et de l'accompagnement, et qui va évidemment bien au-delà des questions, et Claude, de conflits de la consommation, puisque là, on parle de la vie et parfois malheureusement de la mort. Donc, c'est vraiment très, très important, je crois, de permettre, par ce tiers de confiance, de rétablir le dialogue. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais si on y arrive, qui est le chiffre de 80%, c'est déjà très, très bien. Peut-être que certains souhaiteront une intervention au sein de leur établissement. Ou au niveau régional, ça peut être aussi pour des fédérations régionales l'occasion voilà, de travailler de manière plus approfondie sur ce sujet. Oui. Voilà, donc on a mis les coordonnées, donc le contact est établi, il y a beaucoup d'informations qui ont été données, le chat est très riche, on en transmettra tous les éléments aux intervenants s'ils veulent ensuite compléter certaines réponses auprès de certaines personnes qui ont posé des questions parce qu'on n'a pas pu toutes les retranscrire. Voilà, il est 11 heures, et donc malheureusement nous devons arrêter ici le chat. Encore merci beaucoup, Claude. Merci de cette occasion en tous les cas que vous nous avez donnée. Je souhaite une bonne journée à tout le monde en espérant faire progresser la réflexion sur ce sujet et peut-être, qui sait, donner des idées aux législateurs. À très bientôt. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.